Je suis né à Brest. J'ai passé mon enfance et toute ma jeunesse dans le quartier de Lambézélec, un quartier entre la ville et la campagne. Brest, je l'ai quitté quelque temps pour voir autre chose, surtout pour le travail. Mais Brest, souvent, on la retrouve, car c'est une ville touchante et attachante. Les quelques années passées loin d'elle, à Paris notamment, ont renforcé mon sentiment d'appartenance, ma fierté et mon envie de vivre à Brest. Je m'appelle Ronan Pichon, j'ai 49 ans, je suis informaticien, brestois, écologiste. Souvent réduit à de la technique, on dit souvent que l'informatique est une suite de 1 et de 0. Et c'est aussi un langage, un moyen de communication universel et des communautés qui s'entraident et qui, grâce à la coopération, grâce à la diversité des savoirs et des pratiques, résolvent des problèmes complexes. C'est pour moi le sens de l'écologie. Une coopération entre les êtres avant tout et avec leur environnement. L'écologie, j'y suis sensible depuis longtemps. En 2009, j'ai franchi le pas de m'engager dans un parti politique, Europe Écologie Les Verts, au moment de la COP15 à Copenhague qui avait soulevé de grands espoirs, en vain. En 2014, je suis allé plus loin, avec un premier mandat à la ville et à la métropole de Brest. Si je fais de la politique aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé qu'un tel engagement est indispensable pour changer les choses. Brest est une ville qui a un énorme potentiel. Les bords de la Pinfeld encore inhabités, des quartiers à réinvestir, un vivier fantastique d'opportunités et de projets pour une économie renouvelée et renforcée, un environnement naturel extrêmement riche grâce à une ouverture et une proximité directe avec l'océan. C'est une ville qui est pleine d'opportunités et qui peut devenir, dès demain, une ville laboratoire de la transition écologique. C'est la raison pour laquelle je me présente, pour porter un projet écologiste, solidaire, pour Brest. Un projet qui placera au cœur de toutes ces politiques les enjeux écologiques, de solidarité et de démocratie. C'est promouvoir une économie vertueuse écologiquement et socialement, c'est accorder plus de place aux mobilités douces, réaménager l'espace public pour protéger les populations, permettre à toutes et tous d'accéder à une alimentation de qualité, c'est accorder à chacune et à chacun une place dans la ville, quelles que soient ses origines, en favorisant les rencontres et la diversité. Voter Brest Écologie Solidarité, c'est voter pour un projet collectif de transformation de notre ville. Nous pouvons le faire dès demain. Nous pouvons parvenir à atteindre ces objectifs, certes ambitieux mais réalistes et enthousiasmants. Ensemble, tout est possible. Arrêtons de repousser au lendemain ou d'utiliser la méthode des petits pas. Nous pouvons d'ores et déjà faire tellement de choses si nous prenons la mesure de ce qu'il reste à faire. C'est le moment d'agir pour que tout devienne possible. Votez pour la liste Brest Écologie Solidarité. Votez Ronan Pichon les 15 et 22 mars 2020. Bonsoir à toutes et tous, c'est très émouvant de vous voir aussi nombreux ce soir. Vous verrez quand vous vous présenterez, vous, la prochaine fois, en fait, une soirée comme ça, la soirée de la présentation du programme, c'est un moment émouvant, c'est vrai, parce que ça fait 1 an qu'on travaille à rencontrer les habitants, les associations, les acteurs économiques, nos voisins, et ça fait 1 an, en fait, qu'on prépare ce moment. Donc vous verrez, la prochaine fois, c'est vraiment un moment de partage dont on est heureux. Et en fait, Ronan l'a dit dans le film, nous, ce soir, ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on est là, nous, toute l'équipe de Brest Écologie Solidarité, c'est que Brest rejoigne le mouvement international des villes en transition écologique. Ronan a exprimé dans ce film ce que nous avons tous en tête. Et en fait, c'est très simple ce que nous avons en tête, c'est arrêter de repousser au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Parce que nous le savons, et je le dis avec le sourire, mais nous le savons que c'est la première fois de toute l'humanité que nous arrivons aux limites physiques de notre planète. Certains d'entre vous peut-être étaient à la conférence Zéro déchet, c'était à la fac de droit, et un autre Pichon, comme quoi Pichon c'est un nom d'homme qui porte des valeurs, nous disait que en fait à chaque seconde où je vous parle,
200 kilos de déchets sont déversés dans l'océan. Nous, ici à Brest, on est fiers d'habiter près de l'océan. 200 kilos chaque seconde à laquelle je vous parle, ça fait qu'à la fin de cette soirée, au bout de 2 heures peut-être de soirée, c'est 1 440 000 déchets qui seront déversés dans l'océan ce soir. Voilà, évidemment, ça affecte la biodiversité marine et notre alimentation. Et c'est pour ça que nous, on est tous d'accord dans l'équipe avec Ronan Pichon lorsqu'il dit que la politique des petits pas sur l'écologie, c'est fini, ce n'est plus possible. Ici, à Brest, et au sein de chaque ville, se joue notre avenir. La qualité de l'eau, la qualité de notre air, de notre alimentation, notre résilience au dérèglement climatique, la gestion des pluies, la protection de la biodiversité, la préservation des terres agricoles. C'est ici que se joue notre capacité à développer la coopération et la solidarité pour agir ensemble, avec les collectifs citoyens, avec les associations, avec les acteurs économiques et vous tous, habitants et habitantes de Brest. Nous pouvons agir à Brest à notre niveau. Cette responsabilité, nous l'entendons pleinement. Nous avons entendu la jeune Greta Thunberg qui a dit à Turin « 2020 sera l'année de l'action ». Nous voulons prendre notre part de responsabilité de cette action pour changer les choses avec des politiques publiques locales plus ambitieuses en matière d'écologie. Car la politique des petits pas, c'est fini. Ce soir, nous allons vous présenter notre programme en présence d'un invité d'honneur. Cet invité d'honneur, c'est David Cormand, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et député européen aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir bien fort parce qu'on est très heureux de le revoir. Alors David, tu sais que, en fait, depuis quelques semaines, tu es le 3e député européen qui vient nous soutenir pour cette campagne. C'est ça. Et alors, il trouve le chemin à Brest et nous en sommes heureux parce que nous pensons, les écologistes, dans les municipalités, parce que nous serons dans les municipalités, que le travail de l'écologie, c'est un travail d'équipe, main dans la main, avec vous au Parlement européen, sur tous les sujets qui ont notre importance. Nous avons accueilli ta collègue Karima Delli, présidente écologiste de la Commission des Transports du Parlement européen. Elle se bat contre les lobbies industriels et pour le développement du transport décarboné en Europe. Pour les trains de nuit, nous avons accueilli Damien Carême, qui a montré dans sa ville de Grande-Synthe que l'écologie et la solidarité avec les migrants, mais aussi la lutte contre la pauvreté ne font qu'un. Écologie et solidarité, c'est le nom de la liste portée par Ronan Pichon. Pour nous, c'est évident, l'écologie est un travail d'équipe. Car ici, nous voulons changer Brest, développer les transports collectifs, isoler massivement les logements, développer les énergies renouvelables dans notre polder, changer notre alimentation à travers l'agriculture en Bretagne, un modèle qui doit changer, développer notre port et le fret ferroviaire. Nous avons besoin de travailler main dans la main avec toutes les forces de l'écologie à tous les échelons. Ces ambitions pour notre ville, Ronan Pichon va vous les présenter ce soir. Nous entendrons ensuite d'autres soutiens, des soutiens brestois à notre campagne. Mais avant ça, David, c'est avec une grande joie que je te transmets le micro pour que tu nous parles de ta vision de l'écologie. Super, merci beaucoup. Merci Marion. Merci bien. Je vais me lever pour celles et ceux qui sont devant, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir et c'est effectivement plaisant. Il y a quelques années, il y a même quelques mois, quand les écologistes se réunissaient dans des salles pour essayer de parler de notre vision du monde, c'était compliqué de réunir des gens pour plein de raisons. Et depuis quelques mois, on voit que quelque chose change. Pas seulement d'ailleurs grâce ou à cause d'Europe Écologie Les Verts, pour être tout à fait sincère. Tu as parlé de Greta Thunberg. Elle est à l'image de plein de Greta Thunberg et de Greto Thunberg, peut-être aussi, dans toutes nos familles, qui bousculent nos habitudes. C'est ce qu'on appelle la génération climat, qui depuis plusieurs mois se lève et nous rappelle à nos responsabilités, à notre responsabilité absolue, qui est pour moi une des définitions de la politique. La politique et l'écologie, c'est pour nous toutes, pour nous tous, pour l'humanité, à apprendre à habiter la Terre sans la détruire et sans nous détruire, sans se détruire nous-mêmes. Et c'est ça l'enjeu fondamental des temps qui viennent. Je voulais
on m'a demandé de dire un mot sur l'écologie politique. Je ne vais pas être trop long parce que je crois qu'il y a un temps d'échange après la présentation du programme. Et c'est ça aussi qui m'intéresse quand j'ai la chance de me déplacer dans différentes villes, c'est discuter avec vous pour sentir un peu quelles sont les différentes attentes. Et ça nourrit aussi les élus que nous sommes et le député européen que j'ai l'honneur d'être depuis quelques mois. Dire un mot tout de même du contexte politique très nouveau de mon point de vue, dans lequel nous sommes depuis 1 ou 2 ans. Vous savez, je vois dans la salle des compagnonnes et compagnons de route qui ont été habitués à un paysage politique très particulier, avec ce qu'on appelait une bipolarisation du paysage politique. D'un côté, la gauche dit de gouvernement, plus ou moins social-démocrate, plus ou moins à gauche. C'est vrai en France, c'était vrai aussi dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Et puis l'autre offre politique, c'était la droite de gouvernement, plus ou moins libérale, plus ou moins conservatrice. On voit que ces 2 piliers de la démocratie occidentale se sont fissurés, parfois se sont effondrés, pour laisser la place, au moment des élections présidentielles 2017 en France, quelque chose que j'avais appelé le triangle des Bermudes. Vous connaissez peut-être la phrase de Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à paraître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et mon sentiment, c'est qu'à l'occasion de cette campagne présidentielle, nous avons vu émerger les monstres du populisme. Alors évidemment, ils sont de différentes sortes, il ne s'agit pas de mettre un signe égal entre ces différents populismes, qui sont de nature très différente, mais évidemment le populisme du pire, celui du repli sur soi et de l'extrême droite, le populisme libéral, c'est celui qui a gagné l'élection présidentielle, et un populisme dit de gauche, qui ont en commun une forme de brutalisation du débat démocratique. Notre conviction à nous, à ce moment-là, écologistes, ça a été de dire qu'il ne fallait pas se positionner par rapport à cette phase transitoire, par rapport à ce clair-obscur, mais commencer à proposer une perspective nouvelle. Cette perspective nouvelle politique, ce nouveau paysage politique, qui commence à être perceptible. C'est toujours ce statu quo libéral avec Emmanuel Macron qui, jour après jour, dévoile son visage. Je sais que moi, un certain nombre de mes amis, en 2017, étaient séduits par l'offre politique d'Emmanuel Macron. Moi, j'y étais beaucoup moins. Et qui disaient, tu comprends, David, ça ne peut pas continuer comme ça, il essaye de proposer quelque chose de nouveau, et puis ça bouscule la politique, ça permet d'en finir avec ces vieux partis politiques, il faut lui donner sa chance. Et puis, on a bien vu, les mois passants, que derrière le masque de la nouveauté, c'était en réalité quelque chose de très ancien. Ça me fait penser à cette autre phrase, c'est feindre de tout changer pour que rien ne change. En réalité, l'offre politique macroniste, c'est celle-ci. C'est l'offre politique du statu quo. Et puis, il y a la tentation du pire aussi qui continue à s'étendre, c'est l'extrême droite. Elle s'étend en France. Vous avez vu peut-être il y a quelques jours en Allemagne, dans cette région de Thuringe, cette espèce d'affreuse alliance qui a duré heureusement à ce stade que 24 heures entre les libéraux, la droite conservatrice et l'extrême droite. Cette menace, elle est dans nos pays occidentaux, mais même au-delà, extrêmement prégnante. Elle a gagné aux États-Unis, elle a gagné au Brésil et petit à petit, elle gangrène également l'Europe. Et puis il y a un espoir. Il y a un espoir politique qui se fait jour, qui est une offre politique qui n'est pas nouvelle, qui vient de loin, mais qui de plus en plus est audible, et c'est la proposition écologiste. Cette proposition écologiste, je dis qu'elle vient de loin parce que si l'écologie politique, telle qu'on la connaît, est relativement récente, même si les Verts, à force de dire qu'ils sont un parti jeune, sont de moins en moins jeunes. Si on considère qu'ils sont apparus en 1974, ils ont mon âge. Donc je me plais à penser que je suis encore jeune, mais le temps passant, on l'est de moins en moins. Mais en réalité, c'est une proposition politique qui vient de plus loin que cela. À la fin du XIXe siècle, même au milieu du XIXe siècle, il y avait des penseurs, je pense à Fourier, qui, en France, avait déjà analysé que la révolution industrielle, du tout carbone, du tout industriel, en même temps détruisait les solidarités, accroissait les inégalités sociales et détruisait la nature. À l'époque, ils ne se qualifiaient pas d'écologistes, mais ils avaient déjà pointé ce risque. Et aujourd'hui,
on voit que ce qui peut permettre de sortir de cette espèce de trame atroce dans laquelle nous sommes, ce qui nous permettrait peut-être de voter de nouveau avec le sourire, c'est l'offre écologiste dont il faut, et tu as raison de le dire, ne jamais séparer la question de la solidarité. L'écologie politique, c'est une nouvelle façon d'aborder le social, c'est une nouvelle façon d'aborder les solidarités, c'est pas quelque chose au contraire qui oublie ces valeurs. Souvent, on me demande, mais si tu devais, David, résumer l'écologie en quelques mots, comment tu ferais? Alors, je vais m'essayer devant vous à l'exercice. Pour moi, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a 3 mots, peut-être vous aurez d'autres idées, on en parlera après, mais qui résument l'offre politique écologiste. Le premier mot, c'est ralentir. Ma conviction, c'est que nous sommes dans une époque et dans un monde où il y a l'injonction à la performance aveugle, l'injonction à la rapidité, l'injonction à la concurrence, à la compétitivité. Cette vision de la rapidité absolue porte en elle de graves violences. Il faut accepter, il faut retrouver le lien avec une forme de contemplation et de relation apaisée aux autres. L'un des exemples de ça, c'est le tout-voiture. Vous vous rappelez peut-être cet essai de Gorce, qui avait écrit l'idéologie de la bagnole, avec tout ce que cela implique. Alors bien sûr, on sait bien les uns et les autres que si on doit avoir une voiture, c'est pas seulement pour le plaisir. Tout nous pousse à devoir à être obligé de l'utiliser. Mais cette injonction à la vitesse, c'est quelque chose qu'il faut remettre en question. Donc le premier mot, pour moi, important dans l'écologie, c'est l'idée de ralentir. La deuxième idée, c'est adoucir. J'en disais un mot, cette brutalisation du débat démocratique, c'est insupportable. Ce durcissement des relations entre les humains, c'est insupportable. Cette relation de dureté que nous nourrissons avec la nature, avec les animaux, c'est pas possible. Et donc, l'écologie porte en elle aussi cette idée d'adoucir la relation aux autres, d'adoucir notre relation à la vie et au vivant. Et le troisième mot, c'est atterrir. Ce terme d'atterrir, c'est un mot simple, c'est un verbe qu'on a tous à l'esprit. On a beaucoup travaillé autour de cette idée-là quand on a construit le projet, le programme, notre programme à l'époque des européennes. Et notamment, on s'était nourri, l'équipe, les candidates et les candidats, d'un bouquin, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le découvrir, de Bruno Latour, qui s'appelle « Où atterrir ». Et cette idée d'atterrir, c'est au fond, face à cette mondialisation libérale, face à cette idée folle que l'être humain pourrait vivre hors sol. On le voit avec l'agriculture, même l'agriculture est hors sol aujourd'hui, alors qu'il n'y a rien de plus terrestre que la question de l'agriculture. L'économie est hors sol. Vous connaissez peut-être Jeff Bezos, qui est le PDG d'une grosse entreprise qui s'appelle Amazon, et qui a eu l'idée brillante de dire c'est vrai qu'il n'y a plus assez de place sur Terre. Donc j'ai une idée, on va construire des usines dans l'espace. Donc c'est toujours cette idée de quitter la réalité terrestre. Et l'écologie, c'est reprendre lien avec la réalité de la Terre. La Terre au sens propre, mais aussi de la Terre au sens figuré. C'est reconstruire et construire une économie qui est en lien avec la réalité des limites terrestres. Ralentir, adoucir, atterrir, ce sont les piliers que l'écologie propose pour reprendre lien avec le réel. Souvent, tu le disais dans ton discours tout à l'heure, sur la fin des petits pas, en faisant la tournée des campagnes, il y a le candidat de Toulouse qui avait dit une très belle phrase, c'est que souvent quand on parle d'écologie, nos interlocuteurs disent « oui, mais l'écologie, mais... » Ouais, mais l'écologie, ça... D'ailleurs, le gouvernement est très fort pour ça. On va voir, mais en 2040. Moi, je le dis, les plus tard d'aujourd'hui seront les trop tard de demain. Nous avons 10 ans pour initier, lancer des changements déterminants dans nos modes de production, dans nos modes de consommation, bref, dans ce qu'on appelle notre modèle dit de développement. Et la prochaine mandature municipale, c'est entre 2020 et 2026. Donc c'est les 6 premières années, des 10 années décisives qui nous attendent maintenant. Et donc c'est le moment. C'est le moment de conduire ces changements. Et pourquoi le niveau municipal il est important? Les écolos, ils ont pas tort d'ailleurs, on n'a pas tort de dire ça, c'est, vous savez, cette phrase « penser globalement, agir localement ». Moi, ma conviction, c'est que l'inverse est vrai aussi. Il faut penser localement pour pouvoir conduire les changements globaux. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes dans un moment
de volonté de réappropriation de la démocratie. Les citoyennes et les citoyens se disent, mais il faut qu'on puisse reprendre la main sur ce dont dépend notre subsistance. L'un des problèmes démocratiques dans lequel on est, c'est que cette société libérale dont je parlais, elle a eu pour effet que nous avons perdu le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. On a perdu le contrôle sur l'air qu'on respire, sur la qualité de l'eau que l'on boit, sur la traçabilité de ce que l'on mange. Et donc, il n'y a pas de démocratie si en tant qu'être humain, on n'a pas le pouvoir sur ce dont dépend notre subsistance. Ben, ça tombe bien. Les élections locales, c'est le moment où on peut prendre, à hauteur de femmes, à hauteur d'hommes, le pouvoir sur ce dont dépend notre subsistance. Une collectivité locale, c'est, on le voyait en rencontrant les étudiants tout à l'heure, Ronan, c'est des choses très simples, hein. Comment on se loge, comment on se déplace, comment on a assez d'argent pour pouvoir se nourrir de façon satisfaisante, comment on a des moments de convivialité. Ben ça, c'est des choses qui se décident au niveau local. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau local. Et reprendre phase avec la démocratie, c'est reprendre conscience globalement avec la démocratie. C'est le seul et le meilleur rempart par rapport à la tentation du pire. Il faut une alternance positive, une alternance heureuse, une alternative positive, bienveillante, par rapport à ce statu quo que je décrivais tout à l'heure, pour pouvoir contrer la tentation du pire. Et ça, je pense que c'est l'écologie politique avec les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs de la gauche, mais revisitées avec la question écologiste. Donc voilà, je conclus sur ces mots pour qu'on ait un peu de temps sur les échanges, mais tu as raison, je finirai vraiment là-dessus. On dit que la sociologie, c'est un sport de combat, l'écologie, c'est un sport collectif. Et donc, l'enjeu, c'est que vous avez un duo de candidats, et un candidat tête de liste, Ronan Pichon, pour ces élections municipales, et bien sûr, la politique, ça s'incarne. Mais il faut que nous ayons à l'esprit que l'époque où c'était les personnes providentielles qui faisaient, malgré nous, pour nous, et donc au final contre nous, notre bien, c'est terminé. C'est vraiment en se réappropriant la chose publique qu'on reprendra le pouvoir. Donc oui, l'écologie, c'est un sport collectif. Ça commence, vous avez déjà commencé, mais ça prend une nouvelle étape ce soir avec la présentation de ce projet. Et dans 5 semaines, parce que c'est dans 5 semaines, le 15 mars, il faudra que chacune et chacun, si vous avez été convaincu ce soir, vous ayez convaincre 1, 2, 3 personnes par semaine. C'est la condition pour pouvoir gagner, car aujourd'hui, l'enjeu pour l'écologie, ce n'est plus d'alerter, c'est plus d'essayer d'être le poil à gratter, c'est d'être en situation d'exercer les responsabilités, car je l'ai dit, il reste peu de temps. Donc bonne campagne, merci encore de votre invitation, et puis à tout à l'heure pour l'échange. Merci beaucoup David. Avant d'appeler 2 Brestois qui font partie de notre comité de soutien et qui nous diront pourquoi ils soutiennent cette campagne. C'est pas trop désagréable avec les ondes derrière, si. Il faut peut-être que je reste assise. Ok. On m'a demandé de dire un mot en fait sur pourquoi moi je me suis engagée aux côtés de Ronan. En fait, moi ça date d'il y a 18 mois. C'était l'été 2018. Le GIEC sortait en fait son rapport depuis Genève où il nous disait que le réchauffement climatique allait s'emballer au rythme actuel de notre production et que c'était vraiment pour bientôt, c'est-à-dire que c'était notre génération en fait qui était concernée, qui avait les leviers de pouvoir pour freiner cette tendance. En fait, nous avions tous entendu parler du réchauffement climatique, moi dans mes études, on avait entendu parler du sommet de Rio de 1972. Mais je pense que à ce moment-là, à la rentrée en fait de septembre 2018, nous avons été beaucoup d'habitants, beaucoup de citoyennes et de citoyens à réaliser que en fait c'était à nous d'agir et qu'il était temps. Et que cette responsabilité, elle était dans les mains de notre génération et pas celle de nos enfants, de notre génération, c'est-à-dire celle de tous les vivants aujourd'hui. J'ai compris en fait que les écologistes au fond avaient raison depuis 40 ans. À la rentrée de l'été 2018, je me suis engagée à Brest dans les marches pour le climat, comme beaucoup de Brestoises et Brestois, et comme plein de vous sûrement ici ce soir. À ce moment-là, vous vous rappelez, Nicolas Hulot a démissionné en dénonçant l'imposture du gouvernement Macron sur l'écologie. Il avait déclaré à ce moment-là « Je ne veux plus me mentir ». Il avait raison. Encore il y a quelques semaines, Macron renonçait à sa promesse électorale d'interdire l'usage du glyphosate.
Aujourd'hui, son mandataire local ici nous dit qu'il faut faciliter la voiture en ville, doubler les escales de paquebots à Brest. Et en fait, ce sont les mêmes personnes qui écoutaient Greta Thunberg à l'Assemblée nationale pour voter dans la foulée le traité de libre-échange, le CETA, avec le Canada. En fait, c'est le fameux « en même temps » du circuit court à la Macron. Moi, je suis de la génération née dans les années 80, qui a grandi dans la mondialisation et le chômage de masse. Notre combat, à gauche, c'était de lutter contre les inégalités sociales, de voter contre l'extrême droite, dans un monde de concurrence mondiale accrue où on nous parlait de retrouver la croissance avec les dents. Je comprends aujourd'hui que l'écologie, c'est le combat de justice sociale du XXIe siècle. Nous savons bien que lorsque le coût de l'énergie augmente, ce sont les plus modestes qui sont frappés et qui ont peur du déclassement social. Ou ceux qui n'ont pas les moyens de payer leur facture d'énergie, d'isoler leur logement ou de se payer une voiture pour aller à un travail, encore moins une voiture électrique. Défendre l'écologie, c'est se battre aussi et surtout pour la qualité de vie des plus modestes, ici à Brest aussi. Si nous voulons réussir la transition écologique, nous avons besoin de tout le monde. Il est temps de nous rassembler aujourd'hui autour de cet objectif pour la ville que nous aimons, Brest. Il est temps de mettre l'écologie dans toutes les politiques publiques locales. Et c'est ça que tu vas nous dire tout à l'heure, Ronan, avec toutes les propositions que nous allons vous présenter. Nous n'y arriverons pas si nous faisons confiance à ceux qui nous divisent, à ceux qui pensent qu'en politique, il faut toujours désigner un ennemi quand il y a un problème. Ces stratégies-là ne fonctionnent pas pour transformer une société tout entière, convaincre et l'entraîner. Moi, j'en suis certaine. À vrai dire, nous avons tous une part de responsabilité, ne serait-ce qu'à travers nos choix de consommation ou nos choix de voter ou de ne pas voter. Alors, cette transition écologique, nous allons la réussir, mais nous devons la réussir ensemble. Pour moi, l'écologie est un projet de bonheur, une qualité de vie retrouvée, une réconciliation avec tout ce qui vit sur Terre, comme tu l'as dit, David. Changer notre ville, c'est arrêter de détruire des espaces naturels, que nous détruisons pour que les gens aillent massivement en voiture faire leurs courses dans des zones commerciales sans âme, mais avec des parkings en périphérie. Ou alors, ces terres que nous détruisons pour construire des routes ou des complexes sportifs et hôteliers. L'écologie, c'est agir pour arrêter de sortir d'un bain de mer avec du plastique dans les pieds. C'est retrouver le plaisir du goût dans l'alimentation et du lien avec nos agriculteurs locaux nombreux en Finistère. C'est réparer, retrouver le plaisir du geste artisanal et technique plutôt que jeter et surconsommer. C'est développer l'emploi de proximité, c'est agir pour la qualité de vie des plus vulnérables, accueillir les migrants avec dignité, préserver la santé, la qualité de vie au travail, plutôt que de valoriser à tout prix la productivité. Nous devons rappeler à tous, et aux jeunes en particulier, que la politique peut changer en bien nos vies. C'est pour leur avenir, c'est pour mes enfants aussi, que je me suis engagée aux côtés des écologistes. Car ils ont raison, les écologistes, depuis 40 ans. Et aujourd'hui, nous le savons, tout le prouve. Je me suis engagée aux côtés de Ronan pour ce projet écologique et de solidarité, car il le porte avec responsabilité, avec sérieux, avec sincérité et avec simplicité. Nous avons besoin de simplicité et d'honnêteté en politique pour avancer vraiment. Nous avons besoin que les égos médiatiques se taisent devant l'intérêt collectif. Nous avons besoin de rassembler largement toutes les forces de l'écologie, les forces citoyennes, les entreprises qui savent qu'il faut changer et tous les habitants qui veulent s'engager avec nous. Parce que, comme Greta Thunberg, nous le pensons à Brest Écologie Solidarité, 2020, c'est l'année de l'action. Et pour cela, il y a différentes façons d'agir. Et c'est pour ça que j'appelle 2 personnes de notre comité de soutien qui ont accepté de prendre la parole ce soir avec nous. J'appelle Georges Munoz et Julien Masson et je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup. Alors, chacun va s'installer là. Installez-vous. Moi, je vais rester debout. Voilà, c'est parfait. Alors, Georges, Julien, vous avez accepté de prendre la parole ce soir pour soutenir la liste des écologistes à Brest. Donc évidemment, je vais vous demander de nous dire un mot sur votre motivation à le faire. Juste un petit mot de présentation. Georges Munoz, tu es maître de conférence en sociologie à l'UBO. Tu es spécialiste des questions de qualité de vie au travail. Donc,
Quel lien pour toi entre l'écologie et la qualité de vie et la santé au travail, et pourquoi as-tu choisi de soutenir la liste des écologistes? Merci Marion. Donc oui, j'ai choisi de soutenir donc la liste pour une raison très simple parce que effectivement depuis déjà plus de 20 ans, donc je me spécialise sur les questions de santé au travail, donc particulièrement ces dernières années sur des anciens salariés des Lille Longue des Brest. Donc peut-être que certains donc, ont consulté donc les études que j'amène actuellement. Et c'est pour rappeler aussi un événement donc ancien dans la ville des Brest, mais qu'on oublie. Il y a une rue qui rappelle ça quand même, à savoir le 28 juillet 1947, à 17h24, explose donc, sur les ports des Brest, donc les cargos Océan Liberty. Un cargo qui était chargé plus de 3000 tonnes donc, des nitrates d'ammonium avec des combustibles aussi liquides et qui a causé la mort d'une trentaine de personnes et blessé des milliers d'autres dans la ville des Brest. Alors pourquoi je rappelle donc, cet événement? Parce que la ville des Brest, donc, comme bien d'autres villes donc, en France, cumule en fait une série donc, des sites dangereux, comme vous le savez. Donc, je parlais tout à l'heure donc, des Lille Longue, mais également des combustibles chimiques, etc. Donc, plus fondamentalement, en fait, la ville de Brest donc, a été façonnée donc, par les travaux donc, industriels, même s'il est passé à une activité donc, des services, à l'occurrence. Et cet façonnement, donc, il est omniprésent en fait dans l'héritage de la stratification sociale et bien évidemment sur les conséquences qu'une telle stratification a sur une organisation. Les écologistes, justement, ça a été rappelé à plusieurs reprises depuis très longtemps, donc défendent cette idée donc, de l'environnement et de cette défense-là. Et nous connaissons aujourd'hui, bien évidemment, et nous le savons, hein, que l'activité humaine, et notamment par le travail et un certain type d'activité de travail, donc, a considérablement transformé donc, cet environnement. Au XIXe siècle, donc, on rappelait donc, Fourier, justement, on a pris conscience donc, déjà de ces méfaits, justement. Et particulièrement, déjà, on avait introduit une notion, celle de santé environnementale, déjà. Simplement, il y a eu malheureusement, donc en France, donc incision à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec la société industrielle donc, galopante, notamment incision d'un côté avec l'hygiène industrielle et de l'autre l'hygiène publique. Alors c'est très important pour le sociologue que je suis de travail parce qu'on a séparé là quelque chose qui est extrêmement important pour moi. D'un côté, en fait, on va raisonner quand on parle en termes environnementaux. Comment se fait-il que le travail donc, reste les parents pauvres des politiques environnementalistes? Et de l'autre, à l'inverse, quand on pense conditions de travail, en fait, on pense très peu et on raisonne très peu en termes environnementaux. Alors que, justement, il est assez étonnant de ne pas faire les liens. Et curieusement, il y a quelques années, j'accompagnais un médecin du travail qui était très heureux d'intervenir dans les productions des volailles parce que pour la première fois, grâce au bien-être animal, il pouvait intervenir sous la suspension des poussières donc, qui affectaient donc, les individus. Autrement dit, ça a été rappelé, donc les travails justement et son mode de production, d'organisation, d'avancée technologique déterminent donc nos modes de vie, nos modes de consommation, etc. Donc s'intéresser à l'articulation, et c'est la raison pour laquelle justement entre autres donc je soutiens donc cette liste, s'intéresser donc à l'articulation de travail d'un côté, mode de production et question environnementale, c'est rappeler qu'il y a un lien très étroit entre ces deux dimensions. Donc, actuellement, justement, le système des gouvernements, un tout petit peu des questions industrielles, économiques, etc., brille un tout petit peu par son opacité, hein, et notamment sous l'opacité de la dégradation qui affecte les travailleurs et donc aux écosystèmes. Pour reprendre un tout petit peu l'expression d'Henri Pesera, donc un toxicologue qui a beaucoup travaillé sur les questions environnementales, les victimes des expositions, ce sont les sentinelles d'un environnement dégradé. Et cette question-là, justement, souffre d'un traitement depuis de nombreuses années, plus d'un siècle déjà, qui sont des réponses qui sont essentiellement correctives et compensatives. Je cite donc, dans une émission de télé récente, début janvier, le secrétaire d'État donc, en charge des retraites, Laurent donc, Petreschi, qui répondait donc, à un couvreur qui l'expliquait et qui lui décrivait ses conditions de travail. Travailler sur des températures de 60 degrés, donc les mal au dos qu'il avait, et qui expliquait que voilà, au-delà de 60 ans, il voyait mal ça. Réponse, donc, et je cite, donc, de M. Petreschi, vous savez les C2P, c'est-à-dire compte prévention pénibilité. Cela vous permet de basculer en maladie professionnelle et donc, si vous avez une incapacité, attention, de plus de 10%, de partir avant 64 ans. Donc la seule porte de sortie en fait que laisse en l'occurrence au travailleur, c'est devenir invalide et donc la maladie professionnelle.
cette logique-là, donc continue donc à occulter les enjeux majeurs, de savoir de discuter de l'activité de travail, donc nos modes de production qui ont été rappelés tout à l'heure, comment ils affectent justement les individus, mais également donc l'environnement. Donc c'est la raison pour laquelle, en regardant bien sûr toutes les listes, essaye de verdir un peu leur discours. Mais je constate en tout cas, c'est la raison pour laquelle justement je soutiens la liste Brest Écologie Solidarité, parce que pas simplement pour une question je dirais des durées dans ce type de luttes, mais également parce qu'elle met dans son projet cette question-là, de ne pas séparer justement cette hygiène industrielle et cette hygiène environnementale, de rappeler qu'il y a un lien très étroit. Donc on parlait des Bruno Latour, qui justement, c'est un bon ouvrage, donc on évoque cette idée-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut un projet pour cette ville qui aille bien au-delà donc de la simple préservation des quelques zones pour dire, bon voilà, on a fait notre labour, donc pas du tout. C'est le moment, les lieux justement pour interroger donc nos modes de production, pour proposer des modes alternatifs et innovants, des no communs justement, et l'activité de travail ne peut pas échapper à ces politiques, car il y a bien des égards à la source de nos problèmes environnementaux. C'est pour toutes ces raisons-là, pas simplement pour les travaux que j'ai pu réaliser, mais aussi dans la vie quotidienne, que de manière entre guillemets un peu naturelle, si j'ose dire, donc j'ai porté donc ces soutiens. Merci. Merci beaucoup, Georges. Je passe la parole à Julien Masson. Julien, tu es un acteur bien connu de l'économie circulaire à Brest. Tu fais partie du collectif des manufacteurs. Tu as monté CUTCH. Tu fais partie aussi de la recyclerie Un peu d'air. Tu es conseil d'administration. Autant dire que l'économie circulaire, ça te parle, ça tombe bien. Nous, c'est l'économie qu'on veut développer à Brest. Pourquoi tu as choisi de soutenir cette liste et est-ce que tu vois aussi des liens entre ta démarche et justement la qualité de vie au travail que souligne Georges et ses liens avec l'environnement? Merci Marion. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Donc oui, et aussi je suis enseignant en master à l'ESAB, l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, où on a une spécificité, c'est qu'on a un master design de la transition. Donc ça en dit aussi long. Je pense que... Alors pourquoi je soutiens cette liste? Parce que pour moi, c'est celle qui fait vœu de cohérence. Et cohérence pourquoi? Parce qu'à un moment, quand on fait un peu l'état des lieux de nos vies actuelles, des écosystèmes avec lesquels on souhaite évoluer, et qu'on met tous ces éléments là côte à côte, en fait, c'est du bon sens, tout simplement. C'est de considérer qu'à un moment, ne pas oublier l'autre, de pouvoir aussi accompagner l'écologie pour toutes et tous, c'est-à-dire ne pas oublier celle qui est parfois oubliée dans les quartiers populaires. C'est souvent ça aussi, c'est intéressant. On ne pourra pas faire d'écologie sans aller aussi chercher ceux qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est pour ça que le terme Brest écologie et solidarité, effectivement, est complet dans sa sémantique et de ce que ça véhicule. Effectivement, je suis vice-président de la recyclerie Un peu d'air. Alors ça a été un choix militant, bénévole, de pouvoir me dire à un moment comment est-ce qu'on peut réconcilier l'homme et les hommes et les femmes avec la question de réemploi. Alors réemploi, c'est voir les choses positivement, effectivement. C'est aussi pour ça que je souhaite soutenir la liste Brest Écologie Solidarité pour ne plus avoir à voter contre, mais enfin voter pour quelque chose avec de l'optimisme et de l'ambition. Et cette ambition, et Ronan le sait, elle a été menée déjà de manière embryonnaire avec la question de la résilience de la ville de Brest, donc avec la ville de Brest qui est entrée dans un programme de Fab City. Alors ce Fab City, parfois ça ne parle pas à tout le monde. C'est un programme en fait, alors je vais dire certainement des grosses bêtises, vous m'excuserez, qui permet en fait de pouvoir aussi travailler sur la résilience de nos territoires, à essayer d'aboutir à une forme d'autonomie à raison de 50% sur les questions de santé, d'alimentation, de logement, de coopération, permettant de pouvoir se dire, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement on parle aussi d'effondrement à un certain moment, qu'il va falloir travailler sur nos autonomies. Et nos autonomies, elles ne seront pas individuelles, elles seront bien évidemment collectives. Et cette notion de collectivisme, il s'incarne par cette liste, il est incarné par cette liste. Par ailleurs aussi, pour donner toutes mes casquettes, il faut voir un peu le package, hein, c'est pas pour faire ma promotion, mais je suis aussi associé de la coopérative d'activité d'emploi Chrysalide. Donc c'est aussi faire de l'entrepreneuriat autrement. Et ça c'est aussi important à un moment, de
pouvoir aussi reprendre le pouvoir démocratique au sein de nos entreprises et de pouvoir en fait être acteur aussi de nos choix de projets que l'on peut porter au quotidien. Donc voilà, donc pour tout ça, c'est aussi former des jeunes. Donc je pense qu'il faut qu'on ait les moyens aujourd'hui dans une collectivité de pouvoir engager des vrais leviers, à pouvoir agir et ne plus subir, de pouvoir avoir une force, de pouvoir développer des projets, une force économique évidemment aussi, il ne faut pas se le cacher parce que c'est nécessaire. Mais tout ça basé sur la coopération, et cette notion de coopération, c'est pour moi un peu ma colonne vertébrale. Je pense qu'on ne peut pas faire sans les autres, donc c'est pour ça que même avec certains étudiants, on questionne souvent l'ego et le rapport à soi, pourquoi est-ce que je fais des choses, et quels sont les impacts que ça peut générer chez l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de constamment mettre en perspective sur nos enseignements à l'ESAB. Et dernièrement, il y a un projet qui va se monter sur Brest, c'est la notion de la ville-fabrique. On en parlait un peu, la notion d'autonomie et de pouvoir engager un travail autour de l'artisanat, tu disais Marion et autres. C'est ce qui se passe avec la création de communs urbains. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont portées sur cette ville, certes, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles ont besoin d'autres moyens pour pouvoir que la citoyenneté puisse reprendre son pouvoir dans l'espace public, dans la capacité à décider, à choisir des orientations pour un Brest de demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous les trois parce que, en fait, on a un petit peu visité toutes les facettes de nos motivations à vous présenter le projet ce soir. Ronan Pichon, puissant notre énergie, notre soutien, toute cette attente de changer le monde ici à Brest. Alors voilà, c'est ton moment maintenant. C'est le travail de toute une équipe que tu présentes, évidemment dans les limites de l'exercice, c'est-à-dire pas tout vous présenter ce soir parce que ce serait un peu trop dense, mais en tout cas tu vas donc nous présenter 8 ambitions pour la ville de Brest que tu vas décliner en propositions. Merci Marion. Voilà, c'est bon, j'ai pas la pression. Donc déjà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je suis ravi de vous voir si nombreuses et si nombreux ce soir, hein, puisque c'est toujours un petit moment quand on organise un petit pincement quand on organise un événement de savoir si on s'adressera à un auditoire ou à un décor. Bon là, je suis gâté, l'auditoire est au complet. Vous êtes toutes là et tous là. C'est David le rappelait tout à l'heure, hein, c'est un moment un peu particulier aujourd'hui. On est à 5 semaines du premier tour de l'élection municipale. Ça veut dire que pour la plupart des électeurs qui vont se déplacer dans 5 semaines, cette question commence réellement à être réfléchie et discutée. C'est le moment où les uns les autres vont comparer les propositions, vont comparer les programmes et la crédibilité des uns des autres. Et c'est le moment où la décision se fera dans la tête des citoyennes et des citoyens. Et c'est aussi, David le rappelait, très important parce que cette élection elle a lieu tous les 6 ans. Nous avons besoin d'agir maintenant. En fait, nous aurions dû agir hier, mais faute de l'avoir fait, il est temps de le faire maintenant. Et c'est l'occasion à Brest et dans beaucoup d'autres villes en France de saisir l'opportunité de s'engager réellement dans la transition écologique. Et s'engager résolument dans la transition écologique, ce n'est pas... Alors je vais tout à l'heure égrener quelques propositions concrètes, mais ça n'est pas simplement empiler des propositions vertes, c'est essayer de donner une cohérence et de mettre les questions d'écologie et de solidarité dans l'ensemble des politiques publiques que nous allons mener ou que nous allons animer, puisque, comme cela a été rappelé, une grande part du changement ne peut se faire que si la ville, la société change, et le rôle des élus et des acteurs publics, là, n'est pas de commander, mais d'accompagner, de faciliter et de permettre. Alors, quelques mots enfin avant de commencer. Ça a été rappelé, nous sommes à 5 semaines de l'élection, mais nous sommes aussi 1 an après le début d'un travail collectif qui a été lancé début 2019 à Brest, que nous avions appelé les ateliers d'écologie municipale, où nous avions invité
l'ensemble de la ville à venir participer et réfléchir ensemble à ce que pourrait être une ville écologique, ce que pourrait être une politique qui mettrait en place une ville écologique à Brest. Donc ça a été l'occasion à 4 reprises de faire des ateliers publics et ouverts. Ces ateliers ont rassemblé plus de 100 personnes venant de différents horizons. Il n'y avait pas que des militants politiques, loin de là. Mais en tout cas, il y a eu plus de 100 personnes qui ont donné, une, deux, trois, quatre après-midi, à travailler ensemble et à réfléchir et à cogiter sur ces questions. Et ça a été, Julien l'a rappelé, ça a été les prémices du travail sur le programme que nous allons vous présenter. Et le programme et le nom de la liste, ça a été rappelé plusieurs fois, Brest Écologie Solidarité, ça n'est pas le fruit du hasard, c'est bien parce que ces trois choses vont ensemble, ces trois choses nous allons les articuler conjointement. Brest évidemment parce que notre action est ancrée sur le territoire brestois, elle se prêtera aux particularités de la ville et aussi et surtout, je dirais, avec les citoyennes et les citoyens de la ville. Écologiste parce que ça a été rappelé aussi également, l'ambition de transformation écologique est une ambition à la fois très importante et c'est le cœur de notre motivation. C'est la raison pour laquelle nous engageons. C'est pour réaliser enfin, bâtir enfin une société écologique à Brest et ailleurs. Et solidaire, enfin, parce que ça a été rappelé aussi, on ne peut pas parler d'écologie, on ne peut pas parler de ville, on ne peut pas parler de société si on ne s'appuie pas sur les solidarités, si on ne les renforce pas et si on venait à les oublier. Donc voilà, Brest Écologie Solidarité, le nom de la liste, le nom du programme et les valeurs que nous allons porter pendant ces 5 semaines et puis pendant les 6 années suivantes. Alors ce programme, nous avons voulu essayer de le présenter sous la forme de différents aspects de la façon dont nous voulons transformer la ville. Un dernier mot, je l'ai dit ce matin aux journalistes, l'une des questions qui est souvent posée dans ce genre de choses, c'est quelle somme vous allouez à la transition écologique, à ceci, à cela. Moi je veux que l'ensemble des moyens de la ville et de la métropole prennent en compte la question de la transition écologique et donc par conséquent que l'ensemble des actions soient articulées là-dessus et qu'on puisse dire que 100% du budget de nos collectivités contribuent à la transition écologique. Alors c'est un défi, mais on va y arriver. Donc là, une ville écologique, qu'est-ce que c'est? Une ville écologique, David l'a rappelé aussi quand il a parlé de ralentir et d'apaiser, c'est une ville agréable à vivre au quotidien, c'est-à-dire que c'est une ville que l'on cesse de traverser à la va-vite, c'est une ville que l'on cesse de fuir ou c'est une ville qu'on cesse de craindre et c'est une ville dont tous les espaces sont accueillants. Donc c'est pour ça que, par exemple, en matière d'apaisement et d'amélioration du cadre de vie, nous estimons que l'un des enjeux fondamentaux, c'est le développement de transports en commun, parce que les transports en commun sont le moyen de mobilité accessible à toutes et tous, et qui doit permettre de se déplacer sur l'ensemble du territoire métropolitain dans des conditions à la fois de confort acceptables et dans des conditions tarifaires acceptables. Donc concrètement, ça se traduira bien sûr par oui, nous sommes favorables à la deuxième ligne de tram. Nous sommes favorables également au projet de bus à haut niveau de service. Nous sommes également favorables à donner davantage de moyens à notre réseau de bus, de manière à ce que justement il n'y ait pas d'un côté quelques lignes de très haute qualité et un réseau de bus défaillant, que le réseau de bus soit réellement capable de desservir l'ensemble du territoire, notamment pour permettre aux gens de choisir d'aller au bus, d'utiliser le bus pour aller au travail, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas, c'est trop peu souvent le cas. Nous avons aussi un travail sur la tarification. Donc nous allons commencer par améliorer la tarification des étudiants boursiers, puisque les étudiants boursiers ont un tarif spécial mais qui n'est pas très réduit. Donc nous allons
réduire le tarif accordé aux étudiants boursiers et aller vers le tarif zéro pour les étudiants disposant des bourses les plus élevées, c'est-à-dire les étudiants les plus pauvres, et puis également pour la tarification la plus sociale actuellement, de manière à s'assurer que personne ne puisse ne pas prendre le bus pour des raisons financières. Nous allons aussi bien sûr développer les réseaux de transport, les réseaux de vélos et les aménagements piétons autour des écoles, autour des commerces, de façon à ce qu'on puisse se déplacer de manière apaisée et en sécurité. Donc ce qui veut dire mécaniquement que oui, la voiture occupera moins d'espace sur l'espace public, elle ne disparaîtra pas, ça n'est ni possible ni envisageable, mais on doit trouver les modalités qui feront que oui, la voiture cesse d'occuper l'essentiel de l'espace public et il le libère pour l'usage des piétons, des cyclistes, des flâneurs, des promeneurs et des bus. L'un des autres enjeux aussi, c'est que pour que cette ville soit apaisée, elle doit être une ville solidaire et protectrice, puisque on est d'autant plus en danger qu'on est isolé, et on a besoin de ces solidarités pour rompre l'isolement et pour se sentir plus en sécurité. Donc il est évident que nous devons agir pour apaiser la société, comme l'a rappelé tout à l'heure David. Donc ça veut dire de lutter contre les formes de violence, lutter contre la pauvreté aussi, lutter contre l'abandon des personnes vulnérables, contre le racisme, contre le sexisme, contre le machisme et les inégalités, et toutes les violences symboliques qui contribuent à exacerber les violences et les sentiments de violence. On sait que la ville de Brest est une ville qui est très riche de son réseau associatif. Donc c'est un des éléments qui contribue, je pense, à ce que la ville de Brest soit une des villes les moins inégales de France. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des inégalités encore criantes. Mais le soutien au réseau associatif fera partie de nos priorités. Nous savons également qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il y a des femmes et des hommes, plus souvent des femmes encore que des hommes, qui ont peur de l'espace public, qui appréhendent d'aller dans certains quartiers, dans certains endroits, de certains croisements, et notamment le soir, mais pas uniquement. Et c'est une chose qui n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que l'on ne puisse pas, que des gens s'interdisent d'aller dans certains endroits par crainte ou par peur. Donc il y aura tout un travail pour permettre justement la réappropriation de l'espace public, pour qu'on ne laisse plus l'espace délaissé, qu'on ne laisse plus d'espace où l'on a peur d'aller. Donc ça demandera un travail de fourmi, il n'y a pas de solution miracle à ça, parce que si ces espaces peuvent paraître dangereux, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de police, mais c'est simplement parce que la police est impuissante. La résolution fondamentale de ces problèmes-là, c'est d'améliorer les aménagements et d'améliorer la société tout autour, de manière à diminuer les tensions. Donc ça passera par des vrais plans de revitalisation des quartiers, pour justement, avec les habitants et les usagers du quartier, travailler à améliorer les conditions et les sentiments de sécurité dans ces quartiers. Et puis évidemment, ça donnera aussi lieu à un renforcement de l'équipe des médiateurs, qui sont des personnes qui sont formées pour apaiser des situations de crise. Et je pense que c'est un rôle qui doit être renforcé. Nous aurons aussi une attention sur la question de l'accueil des migrants. On sait qu'il y a beaucoup ou pas, je ne sais pas exactement, mais il y a des personnes migrantes qui arrivent à Brest. Celles-ci peuvent se retrouver mises à l'écart de la société pour tout un tas de raisons. Il nous semble qu'il faut travailler à faire en sorte, justement, de leur donner une place plutôt que de les rejeter à l'écart, et donc s'assurer qu'elles soient convenablement accueillies, de façon justement à ne pas créer
une société parallèle ou à mettre des gens à l'écart et à s'étonner ensuite qu'ils aient des comportements marginaux, disons. Il y aura aussi un travail sur la question de la nuit, parce que la nuit est toujours un moment un peu particulier dans les villes. C'est à la fois, je le disais, un moment où on peut voir certaines craintes et appréhensions apparaître, mais c'est aussi un moment où souvent on fait la fête. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font la fête, qui sortent, qui découvrent, et d'avoir un travail sur l'ensemble de ce qui se passe dans la nuit dans notre ville. Ça permettrait à la fois d'apaiser les situations, de permettre ces moments de fête dans des meilleures conditions, et je pense aussi de faire baisser les appréhensions autour de ces questions de fête. Et sur un plan très pragmatique, on sait que quand on parle de violence, notamment de violence physique ou de personnes en danger de violence physique, aujourd'hui les premières victimes se trouvent dans les cercles familiaux. Ce sont souvent des femmes ou des enfants qui sont victimes de violences dans leur propre famille. Ces personnes sont souvent désemparées quand elles doivent exprimer leur crainte ou leur appréhension. Nous avons donc l'intention de créer une unité spéciale, un lieu spécial qui soit capable à la fois de les accueillir, donc notamment les femmes et les enfants, de les protéger si nécessaire, de les mettre à l'abri s'il y a un danger, de les conseiller, de les aider dans leur démarche et dans l'accompagnement d'une personne qui doit essayer de se reconstruire après avoir vécu un traumatisme. Donc pour cela, nous avons pensé au cercle naval, enfin l'ex-cercle naval, et nous avons aussi l'intention de travailler avec le ministère de l'Intérieur à y transférer le commissariat de police, afin que justement l'accueil des personnes victimes puisse se faire à la fois par les forces de police dans les meilleures conditions et par un accompagnement de travailleurs sociaux, psychologues, etc., de médecins aussi, de façon à ce que une personne qui vient pour rechercher protection puisse la recevoir dignement. Et aussi que les policiers puissent travailler dans des lieux qui soient dignes, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne sont jamais allés au commissariat Colbert, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Voilà, ce commissariat, toutes celles et ceux qui y sont allés le disent, c'est un commissariat qui est en très mauvais état, et le bâtiment n'est pas entretenu par l'État, qui est défaillant et qui n'accorde pas à ses forces de police les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Nous avons aussi l'intention nous disons, une ville où il fait bon vivre à tous les âges de la vie. Une ville comme Brest, c'est une ville qui doit être une ville où, quel que soit son âge, on a sa place. Que l'on soit un petit enfant, un adolescent, un étudiant, un jeune travailleur, un père ou une mère de famille, ou une personne... ou une personne arrivée à la retraite, c'est-à-dire maintenant, si ça continue, une personne d'un très grand âge. Enfin, j'espère qu'on arrivera quand même à maintenir la retraite avant d'arriver au très grand âge, mais tout de même, c'est pas gagné. D'avoir une ville dont les aménagements, pour avoir un environnement adapté à tous les âges et toutes les conditions, il faut s'assurer que les aménagements sont faits en fonction des plus fragiles, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes malades. Donc il y aura tout un travail d'aménagement qui partira du principe, par exemple, une rue aux enfants, une rue pour tous. C'est-à-dire que si les enfants sont en sécurité dans une rue, c'est que a priori tout le monde l'est également. Donc il y aura ce travail-là pour aménager petit à petit la ville. Une ville verte et bleue. Alors une ville verte et bleue, c'est des choses qui sont souvent liées, parce que aussi en breton, glaze reprend à la fois le vert et le bleu. Et le vert et le bleu, c'est évidemment la nature et la mer. Et quand on sait que, ça a été rappelé dans le journal récemment, sur la région Bretagne, c'est-à-dire sur les 4 départements de la région Bretagne, donc sur une partie de la Bretagne, on a
tous les jours, 9 terrains de foot sont bétonnés, sont recouverts de bitume, de béton, de bâtiments, et ça tous les jours. Ce qui est, donc c'est assez hallucinant quand on y pense. Et donc c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, et on se retrouve à voir disparaître les terres naturelles et agricoles. Alors si on reprend la période de René Dumont, moi j'ai la période par rapport à la période de René Dumont, enfin à la candidature de René Dumont à la présidentielle en 1974 et aujourd'hui, sur le territoire de Brest Métropole, on a doublé les surfaces artificielles, c'est-à-dire qu'on est passé de 20 à 40% au détriment des espaces agricoles. Donc ça, on a doublé ici, et dans les communautés de communes extérieures du pays de Brest, autres que Brest Métropole, ça n'a pas été doublé, ça a été triplé. Alors ils partaient de moins haut, donc le chiffre aujourd'hui, ils sont plutôt à 15%, mais ils travaillent bien à nous rattraper aussi. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, à un moment donné, il faut dire stop. Je pense que là, si on veut inverser les choses, il faut dire stop. Donc on aura un travail qui va être un travail très difficile sur le plan local d'urbanisme, de manière à en établir un qui dise on arrête de s'étaler, et on arrive et on travaille à reconstruire ou à réinventer la ville dans l'enveloppe déjà urbanisée, qui est déjà très importante. Et ce travail sur le plan local d'urbanisme, il va durer des années, hein, ça va être très long, ça va être très ardu. On sait qu'on affrontera des forces puissantes, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt ou qui estiment avoir intérêt à continuer cet étalement. Et donc c'est pour ça aussi que dès le début, nous, concrètement, on arrêtera le projet de route traversant le Restic de manière à la préserver, et on protégera aussi les terres de la dernière tranche de la Fontaine Margot afin qu'elles restent des terres agricoles. Et puis on a aussi mis sur le débat, mis en débat la question de la création d'un nouveau stade doublé d'un complexe hôtelier en périphérie de Brest. Alors ça a permis de faire ressortir le fait que peut-être qu'on n'avait peut-être pas vraiment étudié toutes les possibilités pour rénover le stade brestois, le stade Francis Leblay. Alors le stade Francis Leblay reste un équipement important pour beaucoup de gens. Je pense qu'il y a, avant de prendre une décision définitive, il me paraît essentiel que les deux alternatives soient réellement étudiées, mises sur la table, et qu'on ne balaye pas d'un geste en disant ça n'est pas possible. En général, quand on nous dit ça, c'est qu'on n'a pas voulu que ce soit possible. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on s'assure de savoir comment rénover le stade Francis Leblay pour lui permettre d'être au standard actuel et de remplir mieux sa fonction de stade de foot de Ligue 1 à Brest. Voilà. Il y a aussi, si on veut, la ville que nous voulons, nous la voulons démocratique et exemplaire. Donc démocratique et exemplaire, ça veut dire que nous devrons nous donner les moyens d'associer le plus largement possible les citoyennes et les citoyens au débat et aux décisions. Donc on a bien vu là récemment qu'il y a eu un budget participatif qui vient d'être... le vote vient d'être terminé sur la ville de Brest. Donc c'est un outil intéressant, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie locale. Mais je pense que c'est l'occasion de montrer que oui, les Brestoises et les Brestois ont des idées et qu'ils sont capables, dans les projets qu'ils sélectionnent, aussi de pointer des manques, de pointer des choses qu'aujourd'hui on n'a pas su faire. Alors moi je vois sur les projets qui ont été plébiscités, puisqu'il y en a eu 9 qui ont eu le plus de suffrages, on en a quand même 2 qui sont des aménagements de circulation vélo, de cheminement doux, qui n'ont pas été faits. 2 qui traitent de questions de patrimoine, que ce soit la Carré à la rue de Saint-Malo ou l'imprimerie, la PAM, la sauvegarde des équipements de l'imprimerie. Donc c'est une opération qui aurait pu être prise en compte dans des opérations, dans la politique culturelle brestoise. Ça l'est par le budget participatif. Et puis de nombreux projets
d'espaces verts ou d'aménagement, de végétalisation. Donc on voit que ça correspond à une aspiration profonde. Donc ça veut dire aussi que voilà, si nous voulons respecter la volonté des Brestoises et des Brestois, ce sont des champs sur lesquels nous devons avancer beaucoup plus loin. Et c'est pour ça aussi que, tout à l'heure je parlais du PLU, le PLU, son élaboration sera l'occasion d'une grande concertation. On sait que les concertations trouvent très vite leurs limites. Et nous voulons en fait établir ce qu'on appelle un service local du débat public, qui soit un petit peu la contrepartie de la Commission nationale du débat public, qui soit là pour être garant que les conditions du débat public se fassent, et aussi pour s'assurer que les concertations, les dialogues citoyens, les assemblées citoyennes qui seront faites, le soient avec les moyens nécessaires à un débat démocratique dans leurs assemblées, que ce ne soit pas simplement des espaces d'enregistrement ou de consultation. Nous avons aussi, quand on parle d'exemplarité, on a une fois élus, nous deviendrons les employeurs de plus de 3500 personnes, donc ce qui n'est pas rien comme responsabilité. On a parlé tout à l'heure de conditions de travail. Je pense qu'on se doit de travailler à être des employeurs exemplaires, que ce soit en termes de respect des conditions de travail, de respect aussi de la gestion des ressources humaines, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire du personnel et de leur carrière, et puis d'avoir une vigilance très ferme sur toutes les questions de harcèlement qui pourraient surgir au sein du travail, parce que c'est des éléments qui sont trop facilement tenus sous le coude, et je pense qu'il faut que quelqu'un qui est victime de harcèlement dans la collectivité sache qu'il ou elle a le droit de le dire, et qu'il ou elle a le droit de trouver une oreille attentive pour entendre sa détresse. Donc voilà, c'est quelques exemples en quoi nous voulons que notre ville soit exemplaire et démocratique. Et je terminerai juste par un élément qui, moi, me semble un élément très important. On parle beaucoup de changement climatique. Moi, je veux et nous voulons tous, que la ville et la métropole de Brest se dotent de ce qu'on appelle un budget carbone, c'est-à-dire qu'elle soit capable de mesurer l'impact carbone de ses activités afin de pouvoir les baisser au fil des ans. Nous voulons également que ce soit une ville dans laquelle l'emploi et l'économie soient développés. Alors quand je parle de développement, je ne parle pas de croissance, mais l'économie et l'emploi sont des enjeux importants, parce que c'est le cœur de nos vies pendant de nombreuses décennies, et puis c'est ce qui nous permet les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, qui sont quand même pour beaucoup raisonnablement confortables. Donc il faut à la fois conjuguer une économie stable et prospère, et une économie qui produise de manière respectueuse à la fois des salariés qui y travaillent, et puis plus globalement de l'environnement et des questions écologiques. Donc c'est pour ça que nous proposons de lancer en fait à Brest un fonds coopératif local d'investissement. Donc c'est un fonds coopératif local, donc ça existe sous diverses formes aujourd'hui, mais c'est de le porter beaucoup plus fortement sur un fonds qui soit capable de collecter de l'épargne locale pour investir dans des entreprises locales qui travailleraient dans la transition écologique, pour développer des emplois locaux de manière vertueuse. Donc ça permettrait à la fois d'engager l'économie locale dans la transition écologique, de l'engager plus fermement, et ça permettrait aussi de développer ici des activités nouvelles, et ça permettrait de mettre le territoire de Brest davantage à la pointe, si je puis dire, de ces questions de transition dans l'économie. Parce que dès qu'on travaille sur la question économique, on sait qu'on a besoin
de trois facteurs. On a besoin de capital, c'est la fonction du fonds d'investissement local. On a besoin aussi d'une main-d'œuvre qualifiée et volontaire. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent s'investir dans des entreprises pour des fonctions qui ont du sens, et qui ont du sens écologiquement notamment. Il y a eu l'année dernière un mouvement dans les écoles d'ingénieurs françaises où de nombreux élèves ont dit qu'ils ne travailleraient pas dans des entreprises qui détruisent l'environnement. On voit qu'il y a des choses qui sont en cours de ce côté-là. Et la dernière chose, c'est qu'on a besoin aussi, on a besoin de marché. Et c'est pour ça aussi que il y aura tout un travail autour de la commande locale, la commande publique locale, pour que la commande publique locale puisse poser des conditions environnementales au marché, de manière à justement faciliter l'émergence d'activités respectueuses de l'environnement. Voilà. Oui. Voilà, j'ai presque terminé. Voilà, les deux derniers axes, donc on va être plus rapide puisque Julien m'a aidé un petit peu sur l'un d'entre eux. Donc on veut une ville créative, innovante et inspirante, c'est-à-dire qu'on a besoin que la ville de Brest soit un endroit où on se sente autorisé et encouragé à prendre des initiatives, alors des initiatives citoyennes, des initiatives entrepreneuriales, des initiatives associatives et des initiatives un petit peu folles. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on parlait de la Fab City. Donc la Fab City, je reprends en 3 mots. C'est en fait le principe, c'est que c'est une ville qui fabrique ce qu'elle consomme ou qui refabrique ce qu'elle consomme. Donc c'est l'économie circulaire, c'est l'usage des technologies numériques dans la fabrication ou la refabrication, c'est le travail sur les économies et la production d'énergie. Enfin, c'est tout ce travail-là qui est là pour faire des villes plus soutenables et qui soient capables de travailler sur elles-mêmes. Voilà. Hop. Voilà. Et le dernier point, donc voilà, comme je le disais en entrée, Brest, c'est le premier mot de notre liste. Brest, une ville ancrée sur son territoire et ouverte sur le monde. Donc je pense qu'il est important de rappeler que Brest est une métropole bretonne. Et être une métropole bretonne, ça n'est pas simplement une réalité géographique, c'est aussi une ville où la langue et la culture bretonne doit pouvoir s'épanouir. Donc il y a déjà énormément de choses qui se font à Brest, mais nous allons travailler à ce qu'on appelle une tiers-vro, c'est-à-dire un lieu qui puisse réunir les acteurs de la langue et de la culture, enfin de la langue bretonne et des cultures de Bretagne, de manière à pouvoir avoir un espace ouvert de création, d'apprentissage et de dialogue interculturel. Donc c'est un projet qui devra être défini avec l'ensemble des acteurs, notamment associatifs, mais aussi des autres collectivités du département et de la région pour connaître jusqu'où on peut aller. Mais il y a un vrai potentiel ici à faire de Brest la capitale culturelle de l'Ouest breton en matière de langue et culture bretonne, si on le veut bien. Mais Brest aussi, c'est aussi un port, c'est aussi une ville d'Europe notamment. Et travailler à favoriser les partenariats entre la ville de Brest et les autres villes européennes, mais aussi dans le monde, mais en privilégiant les villes européennes, alors que ce soit dans l'Union européenne, ou y compris même les villes qui n'y sont plus, puisqu'il faut quand même penser à nos amis britanniques, qui conservent notre amitié, mais bien qu'ils quittent l'Union européenne. Mais je pense qu'il y a des partenariats à renforcer, à reconstruire avec les Britanniques, et notamment avec les Cornouaillais, les Gallois, les Écossais aussi. Et puis voilà, travailler à favoriser les liens avec toute l'Europe, de l'Irlande jusqu'à la Roumanie. Et voilà, Brest doit rester une terre d'accueil. Et voilà. Vous
comprenez pourquoi on l'a autorisé qu'à 8 ambitions ce soir. Merci Ronan. Alors, mon ami Fragante Valentin Lemény de l'Union démocratique bretonne a l'habitude de dire que notre liste, c'est un bel exemple de biodiversité politique. Alors, moi, pour cette séance d'échange et de discussion avec vous qui s'ouvre maintenant, j'aimerais appeler des personnes qui représentent cette biodiversité dans notre liste, puisque c'est une liste de rassemblement. Elle rassemble donc l'Union démocratique bretonne. Fragant lutte un peu contre ta timidité, rejoins-nous. Elle rassemble les radicaux de gauche. Christiane Migaud nous rejoint également. Elle rassemble Génération. Xavier Hamon vient nous rejoindre. Elle rassemble des gens qui viennent aussi d'autres histoires politiques. Roselyne Philippe de BNC. Roselyne, je t'en prie. Thierry Ferré, qui vient du Parti Socialiste, vient avec nous. Et puis, alors, on dit, il y a la composante citoyenne. Donc, à vrai dire, on est tous des citoyennes et citoyens, mais pour la composante citoyenne, notre atout charme, c'est Gaël Morvan, qui est appelé pour répondre aux questions. Ah, mais on a tellement d'atouts charme sur cette liste, hommes et femmes, que je ne sais plus qui choisir. Régine, je t'en prie. Je crois qu'on ne pouvait plus. Il y a un qu'on nous a dit que. Alors, ce que je vous propose, je t'en prie. Ah oui, moi je vais rester debout. Donc, place à l'échange et à la discussion, parce qu'on a beaucoup parlé. Je suis sûre que vous avez des questions ou des demandes de compléments, peut-être juste des remarques, des observations sur comment vous sentez les choses. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. La première... Ah, il y a quelqu'un pour se dévouer pour la première question. Merci, monsieur. Merci. Donc, j'ai beaucoup aimé la présentation, enfin, tout ce qui a été dit avant le programme et la présentation du programme. J'ai retenu la mission d'ici les 5 semaines, c'est de convaincre toutes les semaines 3 personnes. J'ai beaucoup aimé dans le film. Il y en a marre de faire des petits pas, on veut faire des grands pas. Et en fait, à l'issue du programme, j'ai pas réussi. Enfin, j'en ai vu peut-être quelques-uns de grands pas, mais j'aimerais que vous m'aidiez à identifier quels sont les vrais grands pas sur lesquels on peut communiquer. Ah oui, pardon. Ronan. Excusez-moi. Alors, en fait, c'est compliqué d'expliquer les vrais grands pas, puisque la taille des pas se juge après qu'ils soient faits. Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez les vrais grands pas, parce que tout ce que je vous ai décrit va dans cette direction-là. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui soit cohérent et qui aille dans l'ensemble. Donc ce qui suppose effectivement d'avancer dans de nombreuses directions. Après, voilà, et de ne proposer que des réalisations que nous pouvons réaliser. C'est-à-dire que, alors, les vrais grands pas, enfin les 3 éléments les plus significatifs, on dira peut-être, c'est pour moi arrêter l'artificialisation. Je pense que c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait, donc c'est quelque chose à faire. La question du fonds local d'investissement, je pense que c'est quelque chose qui a un potentiel si la ville s'en empare, et c'est pas les élus qui pourront décider à la fois de l'émergence de projets, et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui, si ça a du succès, ne peut reposer que sur l'épargne citoyenne. Donc il y a nécessité d'avoir un investissement
d'avoir des personnes qui sont capables, qui acceptent de confier un peu de leur argent et peut-être de le perdre, hein, parce qu'on n'est pas, c'est pas, voilà, c'est aussi ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, parce que c'est l'idée d'un capital risque un petit peu. Et puis cette ambition quand même de développer les transports en commun, de donner davantage de moyens aux transports en commun et d'en faire réellement un élément de déplacement sur tout le territoire. Et pas seulement autour de 2-3 grands axes, et puis le reste, ma foi, on se débrouille. C'est d'essayer d'aller sur une véritable couverture du territoire qui en fasse réellement un outil pratique et accessible pour toutes et tous. Ça, c'est un élément qui demandera beaucoup d'argent. Faut pas se mentir, hein. C'est un élément qui financer un réseau de transport en commun, c'est un gros investissement. Et je mettrai je reviens juste une seconde sur la question du PLU, parce que arrêter l'urbanisation, ça veut dire changer le PLU. Changer le PLU, ça n'est pas simplement un changement réglementaire qui se vote en assemblée, ça va être un vrai travail de fond contre des gens qui ne veulent pas arrêter l'artificialisation. Ça veut dire aussi que sur ce genre de choses, nous avons besoin, dès le premier tour, de réunir le maximum de suffrages. Parce que la légitimité qu'on a une fois qu'on est élu ne réside pas seulement dans le fait qu'on soit élu ou pas, mais aussi dans la façon dont on l'a été. Et mettre en œuvre des changements importants quand on est élu et qu'on porte quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui la transformation écologique c'est quelque chose de nouveau, eh bien ça ne peut se réaliser concrètement que si on a été appuyé réellement par une force, un vote très important, ce qui permettra de faire la différence et de peser ensuite dans les échanges, parce que c'est un élément sur lequel on sait qu'on va affronter des grosses réticences. Voilà. À propos de démocratie, il y a une question qui tient à cœur de beaucoup de Brestois, c'est la PAMFEL. Jusqu'à présent, tous les débats sur la PAMFEL se sont faits à huis clos entre quelques personnes et le préfet maritime. Est-ce qu'il n'est pas envisageable que sur cette question qui nous tient à cœur, il y ait un débat citoyen ouvert, des propositions? Après, on verra bien ce qui sera possible de faire dans le monde réel, mais je dirais que les Brestois soient invités à donner leur avis de ce que pourrait redevenir la PAMFEL au cœur de la ville. Qui a envie de répondre à cette question là-bas? Pour s'endormir, sinon, si Renan répond toujours sur la PAMFEL. Allez. Et je me lance. Bon, c'est la question... d'accord, ouais. Donc sur la PAMFEL, évidemment, c'est un dossier qui dure depuis extrêmement longtemps. Il y a une reconquête qui s'est faite ces dernières années au travers à la fois du port du château, à la fois au travers des Capucins, et puis il y a une reconquête qui va se faire au travers du fonds de PAMFEL, qui tarde un peu à venir, mais néanmoins qui est en route. Après, c'est la question de comment on reconquiert réellement la PAMFEL, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous des deux ponts, du pont de l'Arteloire et du pont de Recouvrance. Et là, évidemment, c'est un échange qu'il faut avoir avec la marine. Donc les derniers échanges qu'on a eus étaient plutôt refroidis, alors qu'on avait un préfet maritime qui défendait plutôt le dossier, mais c'est au niveau parisien qu'il y a eu des blocages. Et donc je pense qu'en effet, si on veut que ça se poursuive, il faut monter à Paris, il faut faire du lobbying auprès des députés, des sénateurs, des ministères, pour qu'en effet ce dossier-là soit réouvert et qu'on réinterroge, puisque le préfet maritime n'était pas... ça reste entre nous, mais n'était pas contre réellement le projet, et des solutions avaient été trouvées, notamment au travers de l'étude d'urbanisme Cœur de Métropole, qui avait été faite sur l'ensemble de Siam, et donc il y avait des propositions assez concrètes qui avaient été faites pour avancer sur ce dossier, et puis elles ont été refermées, base navale, terrorisme, etc., fin du débat. Donc voilà, il faut probablement qu'on réouvre tout ça. Ouais. Et les Brestois dans tout ça? Attends, je peux... pour être clair, la décision
est forcément, dépend forcément du ministère de la Défense. Enfin, je ne sais plus, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais puisque c'est un terrain militaire. Mais ça n'empêche que si on veut que les choses avancent, il y a effectivement un travail à faire au niveau de l'État, mais il y a surtout il y a un travail de conscientisation et de débat à faire dans la ville pour que les habitantes et les habitants, y compris d'ailleurs celles et ceux qui travaillent en uniforme, hein, parce que ils ont le droit aussi d'avoir une vision sur le devenir de la Pinfeld, puissent discuter et imaginer des projets de façon à pouvoir aussi faire pression. Et puis je mets un autre élément, c'est que je reviens sur ma question de l'arrêt de l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un travail, si on veut avoir un travail sur l'arrêt de l'étalement urbain, il va falloir forcément se réapproprier des espaces déjà urbanisés. Et les rives de la Pinfeld sont des espaces déjà urbanisés. Donc ils ont vocation, au moins en grande partie, à redevenir ou à re-rentrer dans le domaine civil, alors que l'armée, ou que le gouvernement ait des réticences, c'est pas nouveau, mais on sait très bien que c'est un dossier qui est ouvert depuis 30 ans, donc il faut continuer à faire pression et mettre en débat et en discussion ces choses-là dans la ville, même si c'est pas là que ça se décide. Ça contribue à la fois à faire pression et à maintenir cette envie et cette demande. Et je pense que l'un et l'autre sont à faire. Et aucun ne marchera seul. C'est-à-dire qu'il faut faire pression auprès de l'État, et puis il faut maintenir la demande et l'imaginaire et l'envie vivante à Brest. Voilà. Donc une question qui n'a rien à voir, mais certainement aussi passionnante. Et au cours de l'année dernière, on a été amené à revoir l'organisation des rythmes scolaires. Oui, c'est une question. Et ça s'est passé d'une manière pas toujours satisfaisante, que ce soit du côté des parents d'élèves, des enseignants, des personnels concernés également. Ça a fait beaucoup de mécontents. Et la question qui est posée aujourd'hui, maintenant, c'est est-ce qu'on va revenir là-dessus? Est-ce qu'on va réellement avoir un débat sur la semaine de 4 jours et 4 jours et demi? Comment est-ce qu'on organise l'étape, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans la technique, mais simplement rappeler que ce sujet a fait beaucoup de mécontents. Alors, ça fait pas. Il y a quelques éléments dans les livrets qu'on a publiés là. Sur la question des rythmes scolaires, il y a deux choses. Nous, on fait deux constats. Le premier, c'est que avoir une organisation qui comprenne 5 matinées scolaires, c'est indispensable si on ne veut pas creuser les inégalités scolaires. Ça, c'est un socle. Il n'est pas question qu'une fois qu'on sera élu, on revienne sur ce principe-là, sauf évidemment si la loi nous y force, mais nous voulons maintenir les 5 matinées scolaires et le reste après peut-être discuter. On fait un deuxième constat qui est que l'organisation qui est actuellement en place depuis la rentrée est une organisation qui fonctionne mal, qui crée de la souffrance et qui ne résout pas et qui ne répond pas aux fonctions pour lesquelles elle était censée répondre. Donc nous, on prend un engagement qui est à la rentrée 2020, on revient sur la séquence journée courte, journée longue, parce que on a besoin de revenir à une formule éprouvée le plus vite possible pour arrêter justement les problèmes qui se déroulent aujourd'hui. Le faire, ça demandera qu'après l'élection, les conseils d'école aient un avis conforme et acceptent ce principe-là et qu'on demande à l'éducation nationale de passer. Je pense que, puisque ce sera clairement dit dans le débat démocratique, cette question-là aura une légitimité et je pense que les conseils d'école ne seront pas un obstacle et plutôt des alliés dans cette question-là. Ensuite, parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire qu'on est sur un rythme dérogatoire, c'est-à-dire que c'est un rythme
qu'il faudra renouveler, enfin, dont il faudra revoir l'organisation tous les 3 ans. Donc il faut le savoir quand même. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2 ans, puisque le plan éducatif citoyen sera révisé en 2022, enfin devra être révisé pour 2022, donc on aura un travail pour avoir une organisation post-2022 entre la rentrée 2020 et le début de l'année civile 2022. Alors ce travail, il sera, je pense que ce sera l'occasion d'avoir des débats entre toutes les personnes concernées par l'organisation de la journée, donc que ce soit le monde de l'éducation populaire, les agents de la collectivité, les enseignants, les parents et aussi les enfants, sous réserve qu'on puisse les associer de manière, je dirais, d'une manière qui permette réellement l'expression de leurs paroles, parce que c'est pas toujours facile. Et puis parce que voilà, on ne manipule pas des enfants comme ça. Avec la volonté pour nous, c'est-à-dire qu'on doit trouver un accord entre le conseil municipal et les conseils d'école. Nous resterons fermes sur ce principe des 5 matinées scolaires. Donc ça, ce sera la base des scénarios que nous proposerons au débat. Il y a beaucoup de scénarios possibles. On les mettra tous sur la table. On débattra des avantages et des inconvénients des uns et des autres, y compris éventuellement des charges financières associées, s'il le faut, qu'on soit transparent là-dessus. Et on mettra en œuvre, à la rentrée 2022, le rythme qui aura reçu l'assentiment général. Je pense que si on a un travail clair en étant clair sur l'enjeu qui est de travailler sur l'organisation de la semaine, et la façon dont on organise le temps scolaire et le temps périscolaire, et qu'on met tout le monde autour de la table, on doit pouvoir trouver un consensus qui respecte ces 5 matinées scolaires et l'ambition d'avoir des temps d'activité périscolaire de qualité et qui soient réellement source d'épanouissement et d'enrichissement pour les enfants, et qui ne soient pas, comme malheureusement ça l'est un petit peu aujourd'hui, si j'ai bien compris, des temps un peu perdus ou un peu gâchés. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. On va prendre encore juste 1 ou 2 questions, histoire que voilà, mais encore 1 ou 2 questions, puis après on va passer au buffet. S'il vous plaît, donc que vous attendez tous évidemment. Donc une question, une remarque. Effectivement, vous nous avez présenté le programme pour la ville de Brest, mais le micro n'est pas allumé, je crois. C'est plus près de la bouche. Ouais. Bon. Donc, effectivement, vous nous avez présenté le programme pour la ville de Brest, mais Brest, c'est aussi Brest Métropole, c'est le pays de Brest. Et donc, est-ce qu'éventuellement, vous pouvez nous donner une indication particulière ou spécifique, puisque là, vous savez que les enjeux sont particulièrement importants et qu'évidemment, les communes voisines sont intéressées aussi par ce qui peut être proposé ou dit par votre liste. La plupart des enjeux que j'ai proposés sont des prérogatives métropolitaines. Les transports, c'est la métropole. Le PLU, c'est la métropole. L'économie, c'est la métropole. Donc ces trois enjeux structurants sont des enjeux métropolitains. Donc ça voudra dire qu'il faudra travailler avec les autres communes. Et c'est pour ça que je rappelais aussi que pour celles et ceux à qui ces ambitions, qui accrochent à ces ambitions et qui ont envie de les voir se réaliser, il est important que dès le premier tour, il ne suffit pas de gagner la mairie de Brest le 22 mars, il faut dès le premier tour, dès le 15 mars, arriver à avoir un score qui soit le plus haut possible, justement pour pouvoir porter fortement ces questions-là dans une assemblée métropolitaine où, on le sait très bien, une bonne partie des majorités communales ne seront pas forcément sur la même ligne. Et donc là, il y aura un combat politique qui ne pourra être mené que si on est fort d'entrée de jeu. Voilà. Alors, justement, j'avais une question à vous poser là-dessus, parce que moi, je suis très content que vous ayez dit que vous vouliez avoir un bilan carbone au niveau de Brest, et vous avez mentionné le transport comme étant un point important qui pèse sur le budget carbone d'une commune comme Brest. Et il me semble que
pour pratiquer Brest comme habitant, il me semble qu'il y a beaucoup de transports pendulaires entre Plabennec, Brest, Blouzané, Brest, Le Conquet, Brest, Landéda, Brest, Crozon, Brest, etc. Et donc par rapport à cette question de la communauté de communes, quelle est votre stratégie sur la taille de la communauté de communes? Est-ce qu'elle doit rester à 7-8 communes ou à 20-25 métropole? Alors, bon, moi je suis également présent au conseil syndical du Pays de Brest, hein, donc je vois un petit peu ce qui s'y passe. Aujourd'hui, j'ai pas la vraie question. La vraie question, effectivement, si on pouvait définir les limites de zéro, ce serait d'utiliser l'aire urbaine au sens de l'INSEE, donc ça veut dire à peu près 35 communes. C'est-à-dire que ce serait 30, donc c'est vraiment la première, la deuxième et la troisième couronne de Brest, quoi, pour simplifier, qui correspondent à l'aire urbaine et donc qui devraient être, je dirais, gérées de manière collective et uniforme. Après, les changements de limites entre intercommunalités, là, j'y crois pas trop. Il y a eu une tentative au cours du mandat précédent. Je pense que ça ne peut se faire que s'il y avait une vraie volonté des habitants, et notamment des habitants des communautés de communes autres que Brest, de venir ensemble. Donc ça me paraît très compliqué. Après, il y a sur la question de la mobilité, on propose une agence de mobilité qui va travailler sur le Pays de Brest. Enfin, dont on espère qu'elle puisse travailler sur le Pays de Brest. Mais ça, c'est pareil, il faut que les autres communautés de communes acceptent aussi de partager cette réflexion. Et là, on pourra avoir un travail justement autour de ces questions des pendulaires du matin et du soir qui vont de Brest à Lannilis et de Guipava à Landivisiau, quoi. Il y a un vrai enjeu là-dessus, mais ça va être très très compliqué parce que il faut que les autres communes aient une volonté de s'engager là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Donc je sais pas, il faudrait que les choses changent aussi dans ces communes-là, quoi. Sur la taille, comme je vous dis, la taille idéale c'est 35 à peu près, parce que ça correspond à l'aire urbaine et donc. Mais j'ai pas, voilà. Je pense que ça va être très compliqué de changer quoi que ce soit dans le courant du mandat. On peut essayer, hein, mais j'y crois pas trop. Je pose une question à mon tour sur les questions donc d'ambition sur l'économie circulaire. Si on considère qu'aujourd'hui la gestion des déchets est sur la métropole, comment est-ce que la ville de Brest va pouvoir ambitionner un véritable programme sur ces questions aussi en lien aux déchets ou à de l'innovation sur ces questions d'économie circulaire? C'est pas une question piège, hein, est-ce que dans le programme il y a des lignes qui ambitionnent aussi ces lignes-là de manière à enclencher des nouveaux leviers beaucoup plus actifs et beaucoup plus dynamiques? Alors, juste pour répondre effectivement, pour les personnes, je vais quand même me présenter, je suis vice-présidente actuellement en charge des déchets sur la métropole. Et effectivement, on parle bien de compétences métropolitaines. Donc tu poses la question, Julien, sur la ville de Brest, sur l'économie circulaire et la ville de Brest, dont tu es un acteur très présent sur le terrain. Et effectivement, quand on parle d'économie circulaire, on parle aussi de réemploi, de lutte contre les différents gaspillages, de la part aussi que prennent les entreprises dans cette économie circulaire. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de le dire au sens propre du terme, de le dire que sur une ville, enfin que sur Brest, parce que la dimension d'économie circulaire, elle dépasse effectivement la ville de Brest en elle-même. Donc je ne sais pas pourquoi tu veux remettre ça sur... peut-être que tu peux préciser ta question. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr de l'association des autres communes sur ces questions-là. Ouais, alors... Si ce n'est pas quelque chose qui se détache et qui se démarque, ouais. Potentiellement, on sera toujours dans une inertie du reste. D'accord. Je voulais, ça rejoint un peu la question du précédente de monsieur, dans le sens où effectivement on a essayé là pendant ce mandat de travailler avec la presqu'île de Crozon, pays de Crozon, voilà, pour regarder un petit peu comment on pouvait collaborer les uns avec les autres, notamment sur la question des déchets, parce qu'elle en fait partie complètement de cet élargissement potentiellement.
Actuellement, les villes et les communes environnantes, le Nord Finistère, on sait travailler ensemble aujourd'hui sur le territoire. On sait faire, et notamment sur la question des déchets. On a un centre de traitement des déchets de tri qui est installé aujourd'hui à Plouéderne. Tous les déchets du Nord Finistère viennent aujourd'hui à ce travail et alimentent l'unité de valorisation énergétique. Bref, je ne vais pas vous faire un exposé ce soir sur les déchets, mais c'est une compétence communautaire qui va bien au-delà du territoire brestois, métropolitain brestois. Et donc, on sait travailler ensemble pour répondre et à Julien et à vous, monsieur. On sait faire, mais après, il y a des questions éminemment beaucoup plus politiques et de territoire qui viennent s'agréger à ces questions-là. On sait travailler ensemble, on est très heureux de collaborer, de participer à des projets communs, mais à un moment donné, on est bloqué. Sur l'économie circulaire, on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire que Brest est une ville qui a ces synergies-là, qui a ce terreau-là d'économie circulaire, notamment par le milieu associatif, entre autres, par tous les projets que l'on met en place, que ce soit une recyclerie, que ce soit des jardins partagés, que ce soit peut-être, j'espère bientôt, une matériothèque. Et plein d'autres projets comme ça qui vont dans ce sens-là. Et c'est à tous les niveaux. C'est au niveau, effectivement, du déchet, mais c'est au niveau culturel, c'est au niveau associatif, social et autres. Puisque tout est toujours dans tout. L'économie circulaire implique l'économique, l'insertion, l'activité par l'économique dans l'insertion également. L'écologique, on est toujours sur cette boucle-là. On ne dissocie jamais rien. Donc voilà, je pense qu'on est un vrai exemple aussi, peut-être, j'espère, en tous les cas. Ce soir, j'étais avec les guides composteurs pailleurs, 160 personnes, des éco-citoyens, qui accompagnent au quotidien les personnes sur leurs gestes de compost, broyage, paillage et sur comment je gère mon déchet vert. Ça aussi, c'est de l'économie circulaire et ce sont des citoyens qui s'emparent de ces sujets-là. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tous les cas, pour vous donner des exemples concrets de comment ça se vit aujourd'hui, la communauté et l'économie circulaire sur un territoire. Merci Roselyne. Je vous propose qu'on continue. Il y a une dernière question. Ouais, juste une dernière question, si je suis désolé. Hein. La dernière, avant-dernière. Ok. Donc pour celles et ceux qui sont pas au courant, on est en direct sur Facebook Live et sur Twitch. Donc on a invité les internautes qui nous suivent à distance à poser leurs questions également. On a une question donc sur quelle place dans la ville pour des quartiers comme Bellevue, Kéréderne ou Europe. Voilà, question assez large ma foi que j'ai demandé à préciser, mais voilà, on nous dit que ce sont des quartiers délaissés. Donc comment Brest Écologie et Solidarité va reconquérir ces endroits et comment. Voilà. Alors est-ce qu'ils sont délaissés déjà ? Bon. Alors, donc on a dit Kéréderne, Bellevue et Europe. Et Europe. Ça tombe bien, j'habite le quartier de l'Europe. Mais je pense que la question portait sur une partie du quartier de l'Europe uniquement. Donc comment c'est pas facile. Est-ce que la question c'est parce que et la question c'est les reconquérir, c'est quoi? Oui, c'est ça la question. La question elle est assez large au fait. C'est sur la question de politique de la ville, sur ces quartiers-là, voilà, qui sont tous certes assez différents les uns les autres, mais quelles actions spécifiques on pourrait proposer pour elles? Sur Bellevue, il y a un gros problème de renouvellement, un gros programme de renouvellement urbain qui va commencer, qui va s'étaler sur des années. Donc il y a l'ANRU, là, ça va pendant une dizaine d'années, le quartier de Bellevue va être transformé. Il y aura des transformations d'urbanisme, des réaménagements notamment, puisque c'est quand même là-dessus que ça porte essentiellement. Il va y avoir aussi la ligne de tram qui va quand même, je pense, changer pas mal de choses quand elle aura traversé le quartier. Après, l'urbanisme de Bellevue est ce qu'il est. Il correspond quand même à une vision des années 60, voire des années 50. Il y a un véritable enjeu justement à reconnecter le quartier de Bellevue avec les rives de la Pinfeld. Le haut de Pinfeld est quand même accessible aujourd'hui. Il est en proximité immédiate de Bellevue. Donc il y a des moyens d'améliorer les conditions
les conditions de vie dans ces quartiers-là, d'améliorer le cadre de vie. Après, le cœur des problèmes dans ces quartiers-là sont liés quand même à des contextes sociaux et socio-économiques. Enfin, faut pas se mentir, la pauvreté ne génère pas forcément des quartiers, ou la misère même parfois, ne génère pas forcément des quartiers en bonne santé. Donc la question, c'est la question des solidarités, c'est la question de la justice sociale, c'est la question de l'emploi aussi, hein, de l'insertion professionnelle. Il y a tout ce travail-là qui peut permettre de redonner de la place aux habitants de ces quartiers. Parce que les quartiers en eux-mêmes, le problème, c'est pas les quartiers. Le problème, c'est que les habitants ont des soucis et que tant qu'on n'améliorera pas leurs conditions de vie, eh ben, ils auront toujours les mêmes soucis. Enfin, je fais un peu de la répétition, mais c'est voilà, l'enjeu, c'est l'amélioration des conditions sociales pour les habitants, d'abord. Je voudrais poser une dernière question. Et ça me paraît très très important. Ma question va rester assez vague, mais en fait, je pense qu'il y a une question qui est importante, c'est celle du financement. Et moi, je suis très peu au courant de ces choses-là, mais j'aimerais bien que vous nous donniez quelques éléments par rapport à votre programme. Est-ce que ça implique des changements sur les ressources de la ville et qui paye et comment ça se passe, quoi? On a des sous, on est riches. Alors, réponse assez courte si possible, puis après on pourra en discuter de toute manière autour d'un repas et d'un verre. Bah là, juste pour dire en termes de fiscalité, hein, il y a deux champs. On a déjà acté l'augmentation du versement transport, donc il y a pour financer la ligne de tram et la ligne de BHNS. Donc ça, c'est pour l'amélioration des infrastructures. Ensuite, l'amélioration de toutes les questions de mobilité, ça va être un effort très important sur le mandat. Ce sera un effort qu'on a chiffré aujourd'hui à environ 45 millions. Cet effort-là, on va le produire on a l'intention de le produire sans augmenter les impôts. Donc, en utilisant des marges et des redéploiements depuis d'autres programmes, donc c'est-à-dire par exemple en privilégiant des aménagements piétons et cyclables ou de bus plutôt que des aménagements pour la voiture. Donc ça veut dire qu'il y aura des rééquilibrages qui se feront, mais notre objectif, c'est de rester, si possible, avec une fiscalité constante. Alors je dis si possible pour une raison très simple, c'est que là, moi, je termine un mandat dans lequel j'ai été élu en 2014, et pendant les 3 premières années du mandat, l'État a diminué les dotations des collectivités. Donc ça a été plus ou moins absorbé, mais ça n'a pas été sans casse. Et moi, je pense qu'on aurait peut-être pu avoir, si on se retrouve dans une situation comme ça, à devoir avoir encore les dotations de l'État baissées, on peut se retrouver contraint d'augmenter la fiscalité locale pour compenser, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus faire, quoi. Donc il y a... voilà. Après, sur les éléments de chiffrage de chaque projet, sur les 3 que j'ai cités, je vous ai dit sur les transports, donc ce qu'on met de plus, quelque part, que ce qui est déjà anticipé, c'est 45 millions sur l'ensemble du mandat. Le PLU, je n'irai pas jusqu'à dire que ça coûte rien, mais c'est le changement d'un code d'urbanisme, donc ça coûte le coût de la concertation et du travail des services. Et puis l'aspect sur le fonds d'investissement dans la transition, ça coûtera un peu d'argent, mais pas tant que ça, parce que le but, ce sera d'aider à l'animation et à la gestion du fonds. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ensuite, le but est de collecter des fonds, donc ce ne sera pas de la fiscalité, ce sera de la collecte volontaire des épargnants. Voilà. Il y avait des prises de parole quand même. Avant que mon
voisin Xavier conclut, moi je tenais au nom de mes camarades à remercier la traductrice et le traducteur en langue des signes. Parce que l'émancipation de chacune et chacun, ça passe déjà, notamment, par l'égal accès à la citoyenneté. Et grâce à votre travail, vous permettez aux citoyennes et aux citoyens sourds de participer à notre réunion ce soir. Merci à vous. Alors, je m'appelle Xavier Hamon, je suis l'animateur local de Génération. Alors, c'est moi qui suis en charge de la conclusion. J'ai envie de vous dire, vous donner 3 raisons de voter pour la liste Brest Écologie Solidarité. La première, c'est un programme humaniste, écologiste, qui finalement place le citoyen comme acteur clé de la transformation de sa ville et de son cadre de vie. La deuxième, c'est une équipe faite de femmes et d'hommes, jeunes et moins jeunes, qui sont issus de partis politiques différents, qui ont su se rassembler, mais aussi des citoyens engagés et qui donnent du sens aux mots horizontalité et intelligence collective. Et enfin, la troisième, c'est une méthode démocratique, participative, collaborative. Alors, j'ai envie de vous dire ceci. Nous vivons une aventure qui est exaltante. Les campagnes municipales, quand c'est une première, c'est exaltant. Ça le sera encore plus si c'est auréolé d'une victoire. Alors, les 15 et 22 mars prochains, osez la différence et votez Brest Écologie Solidarité. De Rouen.